En tout premier lieu, permettez-moi de vous saluer et d'exprimer ma reconnaissance envers les organisateurs de cette rencontre et surtout Frédéric de la Morena. Alors, je vais effectuer un pas de côté par rapport à la stricte étude de la laïcité et je vais d'ailleurs m'inscrire dans les propos de Patrick Weil. C'est le respect de la citoyenneté qui permet de faire vivre la laïcité et je vais essayer au cours de ma communication sur quelques thématiques d'essayer de démontrer cette assertion. Alors, en France, et selon la tradition révolutionnaire, la citoyenneté repose en partie sur un sentiment d'appartenance et d'adhésion à un projet politique global, au contrat social, et d'attachement aux idéaux et valeurs de la République. Ce qui fonde la nation et la citoyenneté, qui en est le corollaire, c'est, selon la formule d'Ernest Renan, en 1882, je cite, « le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. » La citoyenneté revêt ainsi une dimension volontariste de consentement, je l'ai dit, personnelle, qui se conjugue avec son caractère universel et l'idée que la nation, incarnée dans la République, est la matrice de l'intérêt général et de la réalisation du bien commun. L'idéal autour duquel s'unissent les citoyens est contenu dans la devise de la République, que vous connaissez, liberté, égalité, fraternité, mais aussi de l'article 1er de la Constitution de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. L'éducation joue alors un rôle essentiel dans la construction de la citoyenneté et de la pérennisation, voire de la préservation, aujourd'hui, de la République. Elle s'inscrit dans une mission qui dépasse le simple cadre de la transmission des connaissances. Sans revenir sur l'histoire du service public de l'éducation, je rappellerai quelques points clés en lien avec notre sujet. Durant la Révolution française, l'éducation constitue un instrument de régénération de la cité, d'adhésion au gouvernement révolutionnaire instaurant à l'époque la République. Sous la Troisième République, l'éducation contribue à donner une consistance idéologique à une République encore fragile, sous l'impulsion du solidarisme de Léon Bourgeois, pour qui la tâche de l'éducation est de créer, je cite, une unité des esprits et des consciences. Actuellement, l'instrumentalité politique de l'éducation perdure. Le droit à l'éducation et l'obligation scolaire qui en découle constituent un moyen d'affermir les principes républicains. Ce projet politique se trouve d'ailleurs clairement énoncé à l'article L111-1 du Code de l'éducation, que je ne cite pas, vous l'avez devant les yeux. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'éducation nationale, transmettre notamment les valeurs de la République, former les citoyens éclairés de demain, leur donner les clés du vivre ensemble, leur transmettre et faire vivre les valeurs communes. Je crie, désolé. La nation française repose sur un principe fort, l'indivisibilité, socle d'une nation unie. Or, aujourd'hui, cette indivisibilité semble subir quelques revers. Ce sont ces enjeux que je présenterai. Dans un premier temps, oui, ça fonctionne. L'indivisibilité, armature de la nation française. Alors, je vais vous citer la devise révolutionnaire de l'époque de 1793, l'époque des montagnards. Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça doit vous faire réfléchir. La notion d'indivisibilité irrigue toujours aujourd'hui les principes qui régissent l'organisation des pouvoirs publics. L'article 1er de la Constitution dispose, je l'ai déjà dit, que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors pour rappel, voilà, je ne suis pas très doué en PowerPoint. Pour rappel, l'affirmation de l'indivisibilité est très ancienne dans l'histoire française et elle n'est pas propre à la République, puisque la Constitution de 1791 disposait que le royaume est un et indivisible, reprenant ainsi les principes de la monarchie absolue. Et sur ce point, l'Ancien Régime et la Révolution forment une continuité quasi parfaite, comme sur de nombreux points d'ailleurs, ce qu'on a trop tendance à oublier et à taire pour des raisons souvent idéologiques. J'en veux pour preuve les mots prononcés à Bayeux en 1986. 1986, oui. Je vais essayer. Mais comme je n'ai que 1 heure pour parler, je vais essayer d'aller plus... Ben, je vais essayer. Donc, les mots prononcés par Michel Debré en 1986, la République, c'est la France indivisible, telle que la vieille monarchie et la grande révolution l'ont bâtie. En témoigne aussi le décret de la Convention nationale du 22 septembre 1792,
qui abolit la royauté et qui proclame, dès le 25 septembre, à la fois l'indivisibilité et l'unité de la République française. En témoigne encore, mais ça je vous le donnerai dans le PowerPoint qui vous sera diffusé, la Constitution du 22 Frimaire en 8, c'est-à-dire en 1799, dont l'article 1er réaffirmait « La République française est une et indivisible ». Bien. Aujourd'hui, l'indivisibilité de la République signifie notamment l'unité du pouvoir normatif, qui repose sur l'unicité du souverain, ce qui se traduit sur le plan juridique par l'existence d'une seule catégorie de lois et qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Il existe quelques exceptions, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Le principe d'indivisibilité est garanti aussi par l'unicité du peuple. Selon l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple français. Pensons alors aux propos de Sieyès sur le tiers-État. En 1792, la proclamation des principes d'unité et d'indivisibilité de la République est conçue comme le moyen d'éviter toute dérive fédéraliste. François Buzeaud, qui était député à la Convention nationale, soulignait le lien entre unité et peuple. Je cite, « L'unité n'est point dans le territoire, mais dans les personnes ». Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'attache à renforcer ce lien. Dans une décision de 1976 relative à l'élection au Parlement européen, eh bien, il va rattacher l'indivisibilité du peuple. En 1982, saisi d'une loi qui instaurait des quotas électoraux par sexe, il a défendu, sur les principes de l'article 3 de la Constitution, mais aussi sur le principe de l'article 6 de la Déclaration de 1789, article qui consacre l'égalité des citoyens, eh bien, le Conseil constitue va consacrer le principe d'un seul peuple au sein de la République, pour conclure à l'interdiction constitutionnelle, je cite, de toute division par catégorie d'électeurs. Dans une autre décision de 1991, le Conseil, toujours constitutionnel, a censuré la référence à un peuple corse composante du peuple français. Il s'est fondé sur l'article 1er, là encore, de la Constitution. Je vous passe les analyses juridiques. En fait, il a estimé, le Conseil constitutionnel, que le concept juridique de peuple français avait une valeur constitutionnelle et que cette continuité constitutionnelle du peuple français, en fait, dépassait un texte précis. La loi ne peut pas créer d'autres peuples, même en tant que composante du peuple français. C'est d'ailleurs cette idée qui a amené le Conseil constitutionnel, en 1999, à déclarer contraire à la Constitution la Charte européenne des langues régionales. En fait, le Conseil constitutionnel propose ainsi une continuité historique et un refus de s'engager sur un chemin jugé par lui dangereux, de reconnaître des groupes d'individus liés entre eux par des intérêts divers, communautaires, voire ethniques. C'était la position du Conseil constitutionnel. Le principe d'indivisibilité se traduit aussi par l'unicité de la langue française. L'un des liens qui permet de cimenter l'unicité du peuple est la langue parlée par ce groupe. Historiquement, il y a sans doute des historiens ici, donc je vais être très rapide sur ce point. La France s'est construite autour de sa langue, et ce, dès le XVIe siècle. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en est une expression. L'abbé Grégoire disait aussi la même chose. Pour fondre les citoyens dans la masse nationale, il faut l'identité de langage. En Thermidor en 2, eh bien, un décret dispose que nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française. Ce décret est toujours en vigueur aujourd'hui. En 1992, il y a eu, donc c'est tard, mais en 1992, il y a eu une réforme de la Constitution qui a érigé le français comme langue de la République. On le trouve à l'article 1er, alinéa 2 de la Constitution. Ce qui est intéressant, c'est que le juge constitutionnel va faire une application de cette disposition et il va distinguer, d'une part, la sphère privée, dans laquelle l'usage d'une autre langue que le français est possible au nom du principe de liberté d'expression et de communication, c'est l'article 11 de la Déclaration de 1789, et la sphère publique, pour laquelle le français est la langue officielle, et donc la seule à pouvoir être utilisée dans ce cadre. Le français est donc la langue officielle. L'indivisibilité peut aussi être protégée par le respect de la laïcité. Alors,
je ne vais pas trop m'étendre, car je suis entouré de spécialistes de la question, donc je vais être très bref là-dessus. Mais simplement, rappelons que la Révolution de 1789 a posé les bases de la formation du statut laïque de la République, en proclamant deux libertés fondamentales. D'une part, la liberté de conscience, d'autre part, la liberté de culte. Il y a donc une relation de nature existentielle entre l'État et la laïcité qui apparaît en France comme une condition de l'indépendance et de la souveraineté de l'État. Alors, notre État républicain n'est pas né laïque, il l'est devenu, au terme d'un processus que Patrick Weil a rappelé notamment. Et voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la France est l'un des rares États à avoir constitutionnalisé la laïcité. Alors, pour ce qui vous intéresse dans le système éducatif, eh bien, la liberté religieuse voit, on l'a vu, certaines limites qui ont été renforcées au nom de l'ordre public. C'est ça qui est très intéressant, au nom de l'ordre public. Bien, on pourra en reparler après, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Simplement, l'école constitue un sanctuaire protégé de toute immixtion du phénomène religieux au nom de la préservation de l'ordre public. Bien. Voilà pour ces propos plus ou moins introductifs. Maintenant, le cœur un petit peu de mon sujet. La citoyenneté, étalon de la vitalité de notre démocratie. Rares sont les mots chargés d'autant d'histoire, de signification, de valeur, peut-être de débat, que le mot de citoyen et de citoyenneté. Dans un sens étroit, le citoyen est le ressortissant d'un État, un sujet de droit qui dispose de droits civils et politiques et à qui peuvent également échoir des devoirs. Le citoyen n'est pas seulement un individu doté de droits, il détient une part de souveraineté politique. Je passe. Mais dans un sens plus large, la citoyenneté doit être vue comme une source du lien social. Elle colore l'ensemble des relations sociales que les individus entretiennent entre eux. Pour Alexis de Tocqueville, ce qui caractérise la citoyenneté démocratique, à savoir l'égalité des conditions, se traduit dans toutes les formes de la vie sociale. C'est ce sens qui m'intéresse aujourd'hui. Être citoyen, c'est faire preuve de la capacité de s'extraire de ses appartenances sans les renier, j'insiste, sans les renier, pour décider des affaires d'une communauté plus large. C'est trouver en soi-même un espace de neutralité dans lequel on constitue avec les autres un être collectif et un corps politique. La citoyenneté est intrinsèquement liée à la liberté. La déclaration de 1789, elle s'adresse autant aux citoyens qu'à l'homme, autant à l'un qu'à l'autre. Et finalement, en fait une valeur essentielle et un droit fondamental pour chacun. En fait, la conception française exprime une sorte d'idéal type, selon la formule de Dominique Schnapper, celui de la construction d'une communauté de citoyens, d'une nation, selon les principes démocratiques, piliers de notre devise républicaine. Il ne peut, par conséquent, y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir de fragmentation, il ne peut y avoir de segmentation de la citoyenneté, il ne peut pas y avoir de demi-citoyenneté. Il y a une citoyenneté pleine et entière, faite de valeurs, faite de principes auxquels nous devons souscrire. Sauf que, ça c'est beau, c'est la théorie, c'est l'idéal, sauf que voilà, la citoyenneté serait en crise, d'après ce qu'on dit. Je ne sais pas qui est on, mais en tout cas, on le dit. Le statut de citoyen est ébranlé à peu près par trois phénomènes. Le premier, c'est la crise de confiance entre l'État et entre les Français et le système de représentation politique. Je n'y reviens pas, ce n'est pas le sujet. Le deuxième phénomène de crise est le sentiment que l'égalité de tous les citoyens devant la loi ne se traduit plus aujourd'hui dans les faits. Une crise des services publics, l'incapacité des politiques publiques à répondre aux problématiques, là encore, cela crée une crise, mais ce n'est pas mon sujet. Par contre, la troisième cause est la plus intéressante ici, pour aujourd'hui. Alors que notre système juridique n'a cessé d'étendre et de garantir les droits individuels dont bénéficie toute personne, eh bien la perception des devoirs inhérents à la citoyenneté semble s'être brouillée. Le respect de l'intérêt général est estompé par des solidarités communautaires, parfois identitaires, renforcées par une montée en puissance des comportements individuels et individualistes. D'une part, la citoyenneté se caractérise par sa fragmentation et sa dimension plurielle. Dans nos sociétés, l'individu est devenu la source et la racine de la vie sociale.
ce qui avait constitué la base de la citoyenneté, à savoir la séparation entre la sphère publique et la sphère privée, eh ben aujourd'hui, elle est fragilisée. Les citoyens expriment ainsi la volonté de manifester, de faire valoir leur individualité et leurs intérêts privés dans la sphère publique. Se développe ainsi un repli, ce que je pourrais appeler identitaire par facilité de langage, qui contredit la vision universaliste de la citoyenneté. Et donc finalement, dans ce contexte, se substitue un droit fondé sur des identités individuelles et autonomes qui va à l'encontre de cet idéal unitaire et universaliste. Il y a une sorte d'affirmation, alors ça c'est un peu de théorie du droit, je vous en fais 30 secondes, d'affirmation de droit subjectif par ce qu'on pourrait appeler une absolutisation du moi. Bien. On voit absolument fleurir des revendications visant à faire reconnaître des droits nouveaux, qui aboutit ainsi à multiplier les hypothèses de droit, mais aussi de conflits de droit. Donc l'attention est portée aux situations individuelles. Et donc, cela peut effectivement faire naître un certain nombre de difficultés sur lesquelles je passerai parce que je n'ai pas le temps de passer. Mais en tout état de cause, à partir du moment où chacun revendique son droit ou sa liberté A, et que chacun veut faire consacrer par un texte son droit ou sa liberté, eh bien, il y a une sorte de fondamentalisation des droits qui fait que finalement, l'échelle des valeurs n'existe plus. Il n'y a plus de hiérarchie entre les valeurs, il n'y a plus de hiérarchie entre les principes, et c'est ce qui peut, aujourd'hui, causer un certain nombre de difficultés. Ça, c'était la première vision de la crise de la citoyenneté. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on observe de nouveaux centres de décision au niveau local, au niveau supranational, qui met en lumière une sorte de concurrence des appartenances et un dépassement du cadre national d'exercice de la citoyenneté. Hier, c'était la nation, aujourd'hui, c'est l'Europe, voire le monde. Hein, on est citoyen du monde. Ah, d'accord. On est citoyen du monde. Et puis aussi les territoires. Les territoires. Il résulte de ces appartenances multiples, réelles ou supposées, eh bien une fragmentation du corps social et une recomposition des identités qui conduit à une transformation des enjeux liés à cette citoyenneté. Et donc finalement, les éléments que je viens de vous présenter très, très rapidement, eh bien, portent atteinte à notre unité, à la souveraineté, à l'indivisibilité. Et donc finalement, notre nation est aujourd'hui confrontée à un certain nombre de défis et d'enjeux. Ah, vous voyez, j'ai oublié, quand je dis que j'étais pas bon en... Et puis en plus c'est long, hop, un certain nombre de défis. 3 exemples peuvent être soulignés. Le premier va être très rapide, vous vous en doutez, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est la laïcité. Depuis les années 80, on le sait, la chose laïque s'est imposée dans le débat public et l'agenda politique. Et je n'y reviens pas, ça a été évoqué. On pourra reparler après, on pourra reparler éventuellement de l'abaya si vous le souhaitez, mais c'est pas le plus important. En tout cas, les problématiques liées à la laïcité existent, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Deuxième exemple, la reconnaissance de spécificités locales. C'est intéressant. De plus en plus est apparue la nécessité de garantir la diversité des dispositions législatives afin d'adapter ces dernières aux réalités locales. En fait, la République doit s'accommoder de la satisfaction d'intérêts locaux ou de considérations historiques ou géographiques qui conduisent à la prise en compte de diversité en lien avec l'existence des collectivités territoriales. Il y a donc une différenciation territoriale qui existe en France, une différenciation de la règle de droit qui vient s'ajouter à la différenciation dite institutionnelle des collectivités territoriales. Et donc, la territorialisation du droit n'est plus une hypothèse. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque territoire va revendiquer la possibilité d'adapter et de développer une réglementation spécifique à ses circonstances, à son territoire, à son histoire, à ses besoins. Alors, on pourra me dire, c'est très bien, oui, c'est bien, sauf que finalement, cette territorialisation du droit va porter un coup de canif à cette unité, à cette indivisibilité. On le voit avec les collectivités territoriales, mais on le voit aussi avec les académies, puisque les recteurs d'académie peuvent développer dans leur académie un certain nombre d'expérimentations qui font qu'il y a une spécificité locale. Alors, ce n'est pas forcément une atteinte claire à l'indivisibilité, mais en tout état de cause, cette unité du droit, cette unité d'application de la loi, elle subit quelques atténuations. Ces revendications locales se manifestent par 2 points importants. Le premier, c'est que
et là je vais être très rapide parce que déjà le temps m'est compté, enfin pas le mien mais en tout cas c'est de mon intervention, le constituant, j'espère, le constituant en 2003, le constituant a reconnu l'existence des populations d'outre-mer. Ça veut dire qu'on a reconnu pour les populations vivant sur les territoires ultramarins une spécificité, on leur reconnaît donc une existence constitutionnelle. Bien. Tout en maintenant l'unité du peuple français, eh bien, les populations ultramarines ont eu une reconnaissance juridique. J'insiste sur un point, parce que peut-être qu'il y en a dans l'assistance, je n'en sais rien. On parle des collectivités ultramarines, on ne parle pas de la Corse. La Corse fait partie du territoire métropolitain. Bien, désolé. Donc, en 2008, on a reconnu, par l'article 75-1 de la Constitution, on a reconnu que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est beau. C'est beau. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ce qui fait que, là encore, on reconnaît la spécificité de tel ou de tel territoire à faire valoir sa langue. Ce qui me conduit à mon troisième exemple, l'enseignement. C'est ce qui vous concerne, l'enseignement des langues régionales. Alors soyons clairs, soyons précis. L'enseignement, et tordons le cou à certaines idées préconçues ou certains discours, l'enseignement à l'école des langues régionales est garanti par la loi. L'enseignement est garanti par la loi et vous ne le savez peut-être pas, si vous le savez c'est très bien, c'est la loi du 11 janvier 1951, la loi d'Exon effectivement, qui consacre pour la première fois de l'histoire de l'humanité en France eh bien, la possibilité pour les enseignants du premier mais aussi du second degré d'avoir, écoutez bien, de proposer un enseignement facultatif d'un parler local, et donc de mettre en place un enseignement du même type. Bien. Suite à cette loi, les différentes langues régionales ont été acceptées. Et en 2021, c'est le mahorais, la dernière langue entre guillemets régionale qui a voulu être reconnue, qui a été reconnue par la loi à l'article L 372-1 de la Constitution. La loi Haby de 1975 a ensuite étendu, puisqu'il est dit qu'un enseignement de langue et de culture régionale peut être dispensé tout au long de la scolarité. Bien. C'est l'article aujourd'hui L312-10 qui constitue le véritable socle législatif dans lequel s'exercent les enseignements des langues et cultures régionales. Alors, vous l'aurez le texte, donc voilà. En fait, l'enseignement des langues et des cultures régionales est dispensé selon différentes modalités prévues par des conventions qui sont passées entre l'État et les collectivités territoriales. Ce qui est intéressant et ce qui est important à comprendre, et c'est là-dessus que j'aimerais, il me reste 3 minutes, c'est là-dessus que j'aimerais développer, c'est que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont été saisis de recours contre ces lois, etc. Et les deux juridictions ont estimé d'une certaine manière que l'enseignement de ces langues régionales ou l'enseignement bilingue ne portait pas atteinte à l'indivisibilité, ne portait pas atteinte à l'article de la Constitution qui dispose que le français est la langue de la République, dans la mesure où ces enseignements, d'une part, sont facultatifs, et d'autre part, que ces enseignements ne sont pas quantitativement, en volume horaire, plus importants que l'enseignement en français. Donc à partir de ce moment-là, les deux juridictions ont considéré que, comme ça ne revêtait pas un caractère obligatoire et que ça ne s'imposait pas, ça ne primait pas sur le français, eh bien que l'enseignement de ces langues régionales était autorisé, était constitutionnel. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et je vous passe encore, parce qu'il y a plein d'articles, le Code général des collectivités territoriales, pour faire simple et pour schématiser, le Code général des collectivités territoriales comporte un certain nombre d'articles qui autorisent les collectivités et surtout les régions, plus la Corse, plus la communauté européenne d'Alsace, plus les territoires ultramarins, eh bien, à organiser, à proposer des enseignements bilingues, des enseignements en langue régionale.
Ce qui a pu poser problème, c'est la question, et ce qui a posé problème d'ailleurs avec la loi de 2021, la loi du 21 mai 2021, c'est sur la protection patrimoniale des langues régionales, c'était la question de l'enseignement immersif. Alors il faut bien, je vais essayer de synthétiser. L'enseignement immersif en tant que tel n'est pas interdit. Contrairement à ce que les médias, ce que les revues, ce que des milieux, ce que des groupes d'intérêt ont voulu faire valoir. Ça, il faut tordre le cou à ces idées, Bon, je passe sur ce que j'en pense, mais l'idée, c'est de dire que l'enseignement immersif n'est pas interdit. Par contre, il est régulé. Pourquoi il est régulé? Parce que, là encore, dans l'amendement qui a Moalac ou Miolac, je ne sais plus. Moalac. Merci. L'amendement qui avait été proposé consistait à dire que la langue régionale devait primer sur le français. C'est-à-dire que l'enseignement immersif en langue régionale devait être plus important et obligatoire dans les territoires ou dans les établissements dans lesquels il était proposé. Donc finalement, ça portait une atteinte assez importante à notre indivisibilité, à notre citoyenneté, à notre langue française, à tout ce que vous voulez. Et donc c'est pour ça que cet amendement a été censuré par le Conseil constitutionnel, parce qu'il imposait une autre langue que le français. Mais là où c'est clair, c'est que le juge constitutionnel, le Conseil d'État, ont toujours été sur la même longueur d'onde en disant l'enseignement immersif est possible à condition que le volume horaire ne soit pas supérieur à celui du français, d'une part, et que cet enseignement immersif ne soit pas obligatoire et imposé, d'autre part. C'est d'ailleurs comme ça que, dès 2002, en fait, les juridictions se sont opposées à ce que les écoles du réseau Diwan, vous voyez, eh bien, passent sous statut public ou bénéficient d'un certain nombre de subventions parce que ces réseaux-là imposaient le parler local breton plutôt que le français. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc voilà, aujourd'hui, l'enseignement immersif est tout à fait possible dans ces conditions. Et je précise également qu'il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que des disciplines, c'est-à-dire, mais c'est aussi la langue de communication entre l'établissement et les parents et les usagers, qui doit être principalement aussi en français. Quelques derniers points, c'est que là, ce que je vous dis, ça concerne l'enseignement public, mais bien évidemment que l'enseignement privé sous contrat est soumis aux mêmes obligations. Je répète, l'enseignement privé sous contrat est soumis aux mêmes obligations. En revanche, l'enseignement hors contrat, comme il est hors contrat, il n'est pas contrôlé par l'État. Alors, sur les détails, on verra. Mais il n'est pas contrôlé pédagogiquement par l'État. Donc, là, a priori, c'est un peu open bar, sous réserve que les élèves qui sont dans ces établissements maîtrisent les principes de base du français. Par contre, et là, on pourra discuter, l'instruction en famille, qui, depuis 2021, a changé, vous le savez. Eh bien, les motifs d'autorisation de l'enseignement en famille ne comprennent pas des motifs purement pédagogiques. Et donc finalement, la question de l'enseignement des langues étrangères, des langues régionales en famille, peut être un élément qui pourrait motiver le refus du recteur d'autoriser l'instruction en famille. Voilà, je suis déjà trop long, je conclus. Pardon, le PowerPoint, non c'est bon, c'est fini. Parce que regardez, hop, voilà, merci. Il ne faut pas se méprendre. L'indivisibilité n'implique pas l'uniformité. L'indivisibilité n'implique pas l'uniformité. Elle comporte la diversité, mais dans le respect de l'intérêt général, de l'ordre public et des valeurs communes. La promotion exacerbée des droits subjectifs peut aboutir à une altération dommageable de la perception des enjeux collectifs. Et donc c'est dans ce contexte, ce seront mes derniers mots, même si je ne m'appelle pas Jean-Pierre, c'est dans ce contexte que les enseignants se trouvent face à un formidable défi, vous et vous futurs, et sont investis d'une mission fondamentale, en usant de votre liberté pédagogique, dans le cadre des projets d'établissement, lesquels sont plus ou moins autonomes, et lesquels l'établissement dispose aussi d'un pouvoir d'expérimentation, ça aussi c'est intéressant, le tout dans le respect des orientations nationales, eh bien, il leur revient aux personnels enseignants de semer pour les générations à venir
les germes du vivre ensemble. Et comme on dit en occitan, alors pardonnez-moi pour les puristes, merces et adio. Adichat. Adichat pour les... Oui, mais Adichat, c'est plus... C'est dans les Landes. Ben oui, c'est dans les Landes. Merci.